Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accueil. Je ne connais pas votre commune, mais je serais ravie si j'ai le temps de pouvoir faire un tour. Ce que j'ai aperçu, en tout cas en termes de paysage, était magnifique. On y tient. Voilà. Monsieur le président, madame la vice-présidente du conseil départemental, je sais votre implication. Nous avons déjà travaillé ensemble. Madame la députée, je sais aussi votre attachement à cette cause commune que nous portons sur les bancs de l'Assemblée. Monsieur le président de Remède, cher Jean-Éric Josephson, je souhaite un joyeux 30e anniversaire à votre alliance européenne en direction des jeunes en difficulté sociale, familiale ou psychologique. Votre projet et vos initiatives traduisent très concrètement les principes des conventions de l'Organisation des Nations Unies et d'auto-représentation. Monsieur le président d'Atout et Perspectives et de Remède France, très cher Alain Bréano. Alors moi je vais être plus simple, je vais te tutoyer. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, 20 ans qu'on travaille ensemble dans le monde associatif. Une amitié pareille, ça se conserve et ça se chérit en tout cas. Quand Alain m'a demandé de venir, j'ai dit tout de suite oui. Parce que je savais qu'avec l'engagement d'Alain, de toute façon, quoi qu'il m'ait proposé, c'était quelque chose qui était constructif, qui était partenarial et qui reprenait toutes les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus depuis 20 ans. Donc c'est un très grand plaisir de te retrouver, de vous retrouver tous ici à l'occasion de ces rencontres européennes de mes traits. Vulnérabilité et société inclusive. Bravo pour ces belles rencontres. Et bravo, monsieur le maire, d'accueillir toute l'Europe chez vous. Je salue tout particulièrement les jeunes des 12 pays européens réunis en Jamboree depuis lundi pour échanger autour de la question de la vulnérabilité. J'ai hâte de pouvoir dialoguer avec vous, vos représentants, lors de la table ronde, pour savoir ce que vous en pensez. Au nom du gouvernement français, je voudrais dire aux 11 délégations, Allemagne, Belgique, Finlande, Hongrie, Suède, Estonie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni et Slovénie, que la France est honorée de vous accueillir. Je vous souhaite une excellente fin de séjour dans notre pays. Restez autant que vous voulez. Une belle synthèse de vos travaux et de bons moments de convivialité dans ce cadre des grandes soirées aussi qui vous attendent. Quelques mots pour vous dire que l'approche inclusive que nous portons collectivement dépasse largement la question du handicap et c'est en cela qu'elle est intéressante. Nous appartenons en effet tous à une communauté humaine unique. Handicap, vulnérable ou non, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de vie minuscule, comme le dit si justement Charles Gardou, et je sais que vous avez eu le plaisir de l'écouter. Et sachez que nous travaillons énormément avec lui. C'est un homme qui a une grande vision, anthropologue de renom, qui porte depuis de nombreuses années ce vivre ensemble. Donc je pense que c'est un grand atout pour votre symposium. Reconnaissant notre égale valeur humaine, la question qui se pose est alors de savoir comment vivre ensemble, égaux en valeur humaine et différents par notre diversité. Quel modèle de société le permet? Une société qui garantit l'accès à tout pour tous, l'inconditionnalité et l'effectivité des droits. Le handicap, la vulnérabilité ne peuvent plus être une objection. Une société de prise en compte des besoins spécifiques, et permettez-moi de dire prise en compte plutôt que prise en charge. Une prise en compte du handicap dans toutes ses composantes. Une société qui reconnaît, et j'y tiens beaucoup, l'expertise des personnes en situation de handicap et de leurs parents, notamment celle des jeunes, sur laquelle nous devons nous appuyer comme vous le faites. Leur auto-représentation, qui est porteuse de projets inclusifs, et c'est le cas du Jamboree auquel vous participez depuis quelques jours, et bien sûr leur autonomie, même si elle nécessite accompagnement ou approche éthique. On peut être autonome parce qu'on est très bien accompagné. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis des jeunes sur cette notion d'autonomie et d'accompagnement. Pour y parvenir, la politique que je conduis agit sur plusieurs leviers. Premièrement, une approche interministérielle. La question du handicap est désormais la compétence de chaque ministère. C'est bien pour ça que le Premier ministre a voulu que mon secrétariat d'État soit rattaché au Premier ministre.
Nous l'avons sorti du domaine de la santé. C'est l'affaire de chaque ministre. Et je peux vous dire que je ne les lâche pas. Le secrétariat d'État porte auprès d'eux, dans chaque politique publique de droit commun, la spécificité des personnes en situation de handicap, pour enfin que l'ensemble des citoyens puissent participer pleinement et entièrement comme des citoyens à part entière, et non plus des citoyens à part. Toutes les énergies institutionnelles, territoriales, associatives, collectives ou individuelles qui souhaitent porter avec moi cette transformation profonde en France et en Europe sont les bienvenus. J'ai également réuni mes homologues, les 28 ministres en charge du handicap de l'Europe, le 14 mars dernier. Ils étaient tous présents ou représentés pour que nous partagions collectivement cette vision et pour nous enrichir mutuellement de nos bonnes pratiques. Ensemble, on est plus fort. Le tour d'Europe de ces bonnes pratiques que j'ai effectué en 2018 m'a montré qu'elles sont nombreuses. C'est ce que vous faites concrètement à votre niveau depuis le début de la semaine. C'est en faisant de cet objectif un objectif commun que nous y parviendrons ensemble, collectivement, beaucoup plus vite. Un deuxième levier, c'est changer notre regard sur le handicap ou la vulnérabilité et former les cultures professionnelles ensemble. Nous ne pouvons plus réduire les personnes en situation de handicap ou vulnérables à leur altération, à leur restriction, à leur déficience, à leur problème d'incompétence. C'est plus possible. Nous devons au contraire révéler leurs compétences, leur potentiel, leur talent et ce qu'ils apportent à la société. Je le redis avec Charles Gardou, il n'y a pas de vie minuscule. C'est ainsi que j'ai voulu, dès 2018, faire du Duo Day, initiative irlandaise, une journée nationale et européenne pour donner à voir les compétences des personnes en situation de handicap. Du président au Premier ministre, l'ensemble des ministres, les députés, les chefs d'entreprise, les sportifs, les médias, le grand public, tout le monde a travaillé ce jour-là avec une personne en situation de handicap. Je sais que l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, la Hongrie, le Royaume-Uni, la Suède, l'Irlande sont associés parmi d'autres. J'invite les associations que vous représentez à s'engager dans cette perspective ou à prendre des initiatives dans chacun des pays que vous représentez. Faisons de cet événement un événement européen massif. Pour porter ce changement de regard, nous avons besoin du relais de leaders d'opinion. À ce titre, la mobilisation des médias et la visibilité des personnes vulnérables dans l'audiovisuel sont déterminantes. Et je peux vous dire qu'en France, je ne suis pas satisfaite. Le dernier baromètre, justement, qui mesure la visibilité des personnes dans les médias, fait état de 0,6% de représentation des personnes handicapées dans les médias, alors qu'il y a près de 10 à 12 millions de personnes. On est loin du compte. Nous devons surtout former aussi l'ensemble des cultures professionnelles pour faire évoluer leur perception, et je dis bien ensemble les formations. Troisième levier, nous devons penser adaptation de l'environnement avant compensation. C'est bien la loi de 2005 fondatrice de notre pays, et à ce titre, je tiens à rendre hommage à Jacques Chirac, car je vous rappelle, nous avons perdu le président ce matin, je vous rappelle que c'est le fondateur de la loi de 2005. C'est lui qui a posé ce socle de cette politique que nous co-construisons avec vous, avec les personnes, avec les associations. C'est lui, le père fondateur de la loi de 2005 du Vivre Ensemble. Et je tiens également à lui rendre hommage aujourd'hui. Pensez accessibilité, accessibilité des savoirs, des établissements, soutien de l'engagement des jeunes en situation de handicap ou vulnérables dans les mouvements de jeunesse ou dans le cadre de services civiques, accès au monde du travail, culturel, sportif, social. Tout doit être mis en fait au centre de notre approche pour renforcer la participation sociale des jeunes en situation de handicap. Je m'y attelle sans relâche. Il ne s'agit pas pour autant de négliger la compensation, qu'elle soit individuelle ou collective. Nous devons également déplacer le centre de gravité de l'action des professionnels du secteur social et médico-social en appui des lieux de vie et des parcours de vie ordinaires. Mobiliser l'expertise singulière et irremplaçable des réseaux associatifs que vous représentez est une condition sine qua non de la continuité des parcours des jeunes que vous accompagnez et de l'émergence d'une société pleinement inclusive. Nous devons faire en sorte que les professionnels puissent intervenir en grande proximité des lieux de vie, plutôt que d'éloigner systématiquement les jeunes dans des institutions à part, comme par le passé il a pu être fait.
Cela ne veut pas dire pour autant que nous n'avons plus besoin d'établissements. Quand cela s'avère nécessaire pour des raisons de santé, pour faire de l'autorégulation ou encore pour organiser des périodes de répit. Le fonctionnement en dispositif des établissements spécialisés, dont les ITEP sont précurseurs en France, a permis de démontrer que des jeunes dont la scolarisation semblait impensable en raison de problématiques comportementales ont pu reprendre leur scolarité. Et je souhaite que ce dispositif d'ITEP puisse être élargi à l'ensemble des autres établissements médico-sociaux. L'entente entre gestionnaires pour développer des antennes de proximité, à favoriser le maintien des jeunes dans leur famille tout en leur permettant autant que nécessaire de pouvoir être hébergés dans un établissement plus éloigné. C'est une belle réussite. Avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous avons donc décidé d'inscrire le fonctionnement en dispositif dans la loi pour école de la confiance, dans un chapitre entier qui fonde le service public de l'école inclusive, service public qui était attendu et qui marque un changement radical d'approche par les autorités académiques. Et je salue l'engagement de l'Éducation nationale sur cette rentrée, en coopération totale avec les agences régionales de santé. Merci pour cette tout simplement cette réalisation de cette coopération pour cette rentrée scolaire, je tiens à souligner. C'est l'école dans son ensemble qui va en profiter. Bien sûr, les jeunes en premier lieu, mais la question de la coopération entre pédagogues et professionnels, de l'accompagnement des jeunes dans les murs de l'école est au cœur de ce changement. Agir tôt, bien sûr, pour favoriser le développement des enfants et limiter le surhandicap. Nous abaissons l'âge de l'instruction obligatoire en France à 3 ans à la rentrée prochaine. Ce n'est pas une mesure symbolique. Certes, beaucoup d'enfants étaient déjà à l'école, mais pour les enfants, justement, tout se joue à l'école maternelle pour l'ensemble des enfants. C'est d'abord se vivre ensemble. C'est profiter d'un bain de langage, justement, qui va leur faire progresser. C'est l'acquisition des habiletés sociales qui sont déterminantes. Et c'est enfin, pour les parents, l'opportunité de pouvoir reprendre une vie professionnelle. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, nous avons engagé une intervention précoce, une vraie grande révolution dans la stratégie de l'autisme pour agir très précocement, dès l'âge de 6 mois, 12 mois, 18 mois, bien avant qu'un diagnostic soit posé, avec un reste à charge zéro pour les familles, pour qu'enfin, les enfants avec autisme puissent acquérir et rentrer dans les apprentissages à 3 ans. C'est une très très grande ambition. Le président de la République porte un intérêt excessivement précis sur cette stratégie autisme qui, pour moi, est le fer de lance de la transformation de notre société en faisant rentrer justement dans l'école les spécialistes et les professionnels du médico-social dans des classes spécialisées qui vont nous permettre d'avoir des vrais parcours. Alors vous voyez, c'est l'affaire de tous. École, emploi, nous n'avons pas le temps d'en parler, mais peut-être nous en parlerons avec les jeunes, avec l'ensemble des collègues du gouvernement. Je voudrais dire que ce devoir de mobilisation générale nous oblige tous. Et permettez-moi de vous citer le président Jacques Chirac. En 2005, au moment de promulguer cette grande loi, il soulignait avec vision, je cite, « Faire leur place aux personnes handicapées, c'est en effet permettre à l'ensemble de la société de progresser en renforçant notre capacité à vivre ensemble. Dans un monde où la créativité et l'innovation seront chaque jour davantage les clés de la réussite, ce sont les sociétés les plus ouvertes, celles qui verront sa vraie place aux principes d'humanité, qui seront en réalité les plus performantes. » Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vous remercie et place aux échanges.